Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser le bloc try except. Reprenons l'exemple traité en classe. L'utilisateur entre la longueur du côté d'un carré et le programme affiche en sortie l'aire de ce carré. Intéressons-nous au cas limite de l'entrée vide, c'est-à-dire au cas où l'utilisatrice ou l'utilisateur appuie sur la touche entrée sans avoir tapé une valeur au clavier. Commençons par écrire une version naïve de ce programme, c'est-à-dire une version qui ne traite que les cas courants. Comme on souhaite lire la longueur d'un côté du carré, nous allons devoir utiliser la fonction input. Et si nous utilisons la fonction input, nous devons immédiatement créer une variable qui sera chargée de stocker cette entrée. Pour nommer une variable, nous devons réfléchir à son contenu. Ici, la variable devra contenir la longueur du côté d'un carré. Il est assez naturel de la nommer côté. Il y a une troisième chose à laquelle on doit penser quand on utilise la fonction input, c'est le type de la valeur qui sera lue. La valeur ici pourra être un nombre à virgule, donc elle sera de type float. On écrira donc côté égale float input. On pourrait également tenter d'améliorer l'interactivité du programme en affichant un message d'explication à l'attention de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. Le programme doit maintenant calculer l'aire du carré. Pour rendre notre programme évolutif, on n'oubliera pas de créer une variable qui stockera le résultat de ce calcul. On pourra l'appeler R par exemple. On utilise la formule bien connue R égale côté fois côté. Il nous reste enfin à afficher l'aire en sortie. Exécutons ce programme et testons-le sur une entrée vide. Il s'agit donc ici de ne rien entrer au clavier, on va donc se contenter d'appuyer sur la touche Entrée. On constate qu'une exception a été levée. Pour traiter ces cas d'entrée vide, il est assez courant d'utiliser le bloc try except. En anglais, try signifie essayer. Le programme va donc essayer d'exécuter les instructions que nous placerons dans un bloc try. Si une exception est levée en essayant de les exécuter, alors l'interpréteur passera au bloc except, except comme exception, et tentera alors d'exécuter les instructions que nous aurons placées dans le bloc except. Revenons dans notre code et utilisons le principe du bloc try except. Plaçons les instructions à essayer entre guillemets dans le bloc try. À la ligne 1, on va écrire l'instruction try et on ne va pas oublier de mettre les deux points puisque les deux points identifient le début d'un bloc. Qu'est-ce qu'il faudra mettre à l'intérieur de ce bloc? Eh bien, toutes les instructions à essayer. Si l'interpréteur ne parvient pas à exécuter une de ces trois instructions, alors il passera dans le bloc except pour savoir ce qu'il doit faire. On n'oublie pas là non plus les deux points qui identifient le début du bloc except. Résumons. Si l'utilisateur appuie directement sur la touche entrée sans taper de valeur, l'interpréteur ne pourra donc pas exécuter l'instruction numéro 2. Il va donc passer directement dans le bloc except. Afficher un message informant l'utilisatrice ou l'utilisateur qu'il doit taper une valeur serait par exemple une façon de bien gérer la situation. On écrit donc dans le bloc except print un nombre positif est attendu. L'interpréteur me demande d'entrer la longueur d'un côté du carré. Je vais donc tester l'entrée vide. J'appuie sur la touche Entrée. On constate que cette fois, le programme s'est exécuté jusqu'au bout et sans lever d'exception. Un message est apparu à l'écran qui informe l'utilisatrice ou l'utilisateur qu'il ne peut pas appuyer sur la touche Entrée directement et qu'un nombre positif est absolument attendu. On peut maintenant tester le programme sur des entrées courantes pour vérifier qu'il fonctionne également dans ce cas. Par exemple, 6,3. Le bloc try except nous a donc permis de gérer le cas de l'entrée vide tout en gérant les cas courants. Cette vidéo est terminée.